Il avait pris la défense d'un chef Apache, et le lendemain, 3 femmes Apaches, grandes et imposantes, arrivèrent chez moi comme un signe de reconnaissance de la part du chef. Avant de commencer ce récit, n'oubliez pas de soutenir la vidéo et de nous dire en commentaire de quel pays vous regardez. L'histoire se déroule en 1882, dans le territoire de l'Arizona, près du petit comptoir de commerce de Dry Fork, un lieu isolé au croisement de 2 routes de chariots, où quelques bâtiments usés par le vent entouraient un saloon animé du matin au soir. Levi Boone y attacha son cheval et descendit de selle avec la lenteur d'un homme qui se déplace par nécessité plutôt que par envie. À 39 ans, grand et solide malgré les années de labeur, il portait la fatigue d'un passé difficile, toujours vigilant comme s'il s'attendait au moindre problème. Vêtu simplement, un revolver à la hanche, il vivait seul dans un petit ranch à une demi-journée au sud, avec une cabane qu'il avait construite lui-même, un ruisseau, quelques chevaux, et une vie sans bruit ni dépendance envers qui que ce soit. Après avoir acheté du café, du sel et de la farine sans perdre de temps en bavardage, il s'apprêtait à repartir lorsqu'il entendit des éclats de voix devant le saloon. 2 hommes déjà ivres se moquaient d'un vieil Apache venu probablement échanger quelques provisions. L'un d'eux le bouscula en lui disant qu'il n'avait rien à faire là. L'homme âgé resta digne et silencieux, tandis que les passants détournaient le regard pour éviter d'intervenir. Levi sentit une ancienne colère remonter. Il détestait se mêler au conflit, mais détestait encore davantage voir quelqu'un humilié sans que personne ne réagisse. Avant même d'y penser, il posa son sac au sol et s'avança, une main près de son arme, demandant calmement mais fermement que l'homme recule. Le silence tomba dans la rue, et l'agresseur finit par s'éloigner avec son compagnon. Le vieil Apache remercia Levi d'un geste discret de la main sur le cœur, puis chacun reprit son chemin. Le lendemain, alors que Levi profitait du calme de son ranch, il remarqua 3 silhouettes approcher. C'étaient 3 femmes Apaches venues à pied, chacune portant un petit baluchon. La première, impressionnante, à la beauté marquée et au regard assuré, expliqua qu'elles avaient été envoyées par le chef qui l'avait défendue et qu'elles ne pouvaient pas retourner chez elles. Levi n'avait pas agi pour obtenir quoi que ce soit et n'aimait pas les dettes, mais il comprit que les renvoyer serait contraire à ses valeurs. Après un long silence, il les invita à entrer, conscient que ce geste changerait sa vie solitaire plus qu'il ne l'imaginait. Sous le poids de ses pensées, Levi Boone ne se sentait pas à l'aise. Il n'aimait pas la vitesse à laquelle ses idées s'emballaient, ni l'étrange attirance qu'il avait ressentie en croisant le regard déterminé de l'aîné, dont la robe usée laissait deviner les épreuves traversées. Il tenta de se convaincre que ces 3 femmes n'apporteraient que des complications, pourtant il sentait déjà que le silence habituel de sa cabane avait changé. À l'intérieur, le frottement des chaises et les pas hésitants marquaient le début d'une présence inattendue. Levi, habitué à vivre seul depuis trop longtemps, voyait désormais 3 femmes franchir son seuil comme si cela n'avait aucune importance, et il comprit aussitôt que sa vie ne serait plus la même. La cabane, rudimentaire et non pensée pour recevoir, comptait des murs de pin brut, de petites fenêtres laissant filtrer peu de lumière, un vieux poêle en fonte, une table étroite entourée de 2 chaises dépareillées, ainsi qu'un lit étroit et un coffre de rangement. Lorsqu'elles entrèrent, l'air sembla changer avec elles. Elle apportait l'odeur du voyage, de la poussière et des chemins parcourus. Asha, la plus âgée, posa calmement son baluchon sur la table, ses yeux sombres détaillant chaque recoin. Tula effleura le poêle comme pour en évaluer la chaleur, tandis que Mika resta près de la porte, attentive, son regard fixé sur l'arme de Levi comme pour prévenir toute mauvaise intention. Il toussa pour éclaircir sa voix, peu habitué à parler, et se contenta de dire qu'il n'avait pas grand-chose, mais qu'elle pourrait faire avec. Il déposa un sac de farine sur la table, veillant à ne pas brusquer leurs gestes. Un long silence s'installa avant que Tula ne propose doucement de cuisiner, ce à quoi Levi acquiesça en indiquant l'emplacement des quelques provisions. Asha s'assit avec une assurance naturelle, comme si elle était à sa place, ce qui troubla Levi davantage qu'il ne voulait l'admettre. Il réalisa qu'il ne savait ni où elle dormirait, ni combien de temps elle resterait, et imaginait déjà les rumeurs que leur présence provoquerait en ville. Pourtant, un échange silencieux entre lui et Asha fit naître un sentiment qu'il ne parvenait pas à nommer. Le repas de haricots réchauffa légèrement l'atmosphère, même si Mika resta vigilante, debout près de la porte. Levi finit par proposer de leur laisser son lit, se contentant du sol près du feu. Après le repas, Asha le regarda longuement, sans un mot, mais avec une reconnaissance discrète. Durant la nuit, Levi resta éveillé, perturbé par les murmures en langue autochtone, les mouvements prudents de Mika et la sensation étrange de ne plus être seul. Au matin, les femmes se joignirent naturellement aux tâches du ranch,
Tula redonna vie à la cuisine en chantonnant, Mika se montra forte et efficace à l'extérieur, tandis qu'Asha resta près de Lévi pour l'aider à réparer la clôture, sa présence silencieuse mais pesante. À midi, au puits, un simple regard échangé entre Asha et Lévi fit naître chez lui un trouble qu'il tenta de dissimuler. Plus tard, lorsqu'il annonça qu'il devait aller en ville, Mika insista pour l'accompagner, suivi par Asha qui affirma qu'elle ne se cacherait pas. En ville, les regards surpris et les murmures se firent nombreux, mais Lévi resta digne, ignorant les commentaires. Sur le chemin du retour, Asha posa brièvement la main sur son bras, un geste simple mais lourd de sens. Les jours suivants, malgré les rumeurs persistantes, la présence des 3 femmes transforma son quotidien. La cabane résonnait désormais de voix, de pas et de vie. Lévi se demandait encore si leur venue était un cadeau, une responsabilité ou les deux, mais il savait déjà qu'il n'était plus seul et que son existence venait de prendre un chemin inattendu. Lévi ne sia pas et ne chercha pas à adoucir ses propos. Il reporta son regard vers le couteau et déclara qu'il n'avait pas peur, car il savait de quoi certains étaient capables. Il affûta la lame sur la pierre, le frottement résonnant dans le silence. Il expliqua que les mots pouvaient rapidement se changer en gestes, puis en armes, et qu'il en avait été témoin bien trop souvent. Asha l'observa longuement avant de hocher la tête, puis lui rappela qu'il les avait laissés rester malgré tout. Lévi s'arrêta, posa le couteau et la regarda droit dans les yeux, affirmant d'une voix basse mais ferme qu'il aurait été plus injuste encore de les renvoyer, quel que soit le risque. Pour la première fois depuis son arrivée, Asha esquissa un léger sourire, discret, sincère, qui resta longtemps gravé en lui après qu'elle fut rentrée. La mise à l'épreuve arriva plus tôt que prévu. 2 jours plus tard, un nuage de poussière apparut au loin. 2 cavaliers approchaient rapidement, les mêmes employés du ranch qui s'étaient moqués d'eux près du magasin. Lévi les reconnut à leurs chapeaux avachis et à leur attitude désinvolte, comme s'ils considéraient les ennuis comme un simple divertissement. Il sentit son ventre se nouer en déposant le seau qu'il ramenait du puits. Mika fut la première à les remarquer et se redressa, le regard dur. Tula se plaça sur le perron, la main devant la bouche. Asha rejoignit Lévi près du parc à chevaux, calme et droite, observant les 2 hommes. Ils stoppèrent leur monture devant la barrière et mirent pied à terre. L'un d'eux, grand et mince, une cicatrice au menton, lança un sourire mauvais en détaillant les femmes, insinuant qu'ils étaient venus voir de près. Son rire était sec et désagréable. L'autre ajouta d'un ton implicite qu'à leurs yeux, toutes ne seraient pas utiles. La main de Lévi glissa instinctivement vers le revolver à sa ceinture. Son cœur battait fort, non par peur, mais à cause d'une colère brûlante. Il avait passé des années à éviter les conflits, mais cette fois, les ennuis étaient venus chez lui, et il n'était pas le seul concerné. « Je vous conseille de remonter à cheval », lança-t-il d'une voix calme, mais ferme, qui n'appelait aucune répétition. L'homme à la cicatrice se moqua et demanda ce qu'il comptait faire. Mais le bruit du revolver sortant de son étui coupa court à ses paroles. Lévi tenait l'arme sans trembler, visant non pas l'homme, mais suffisamment près pour montrer qu'il ne plaisantait pas. Les 2 visiteurs se figèrent, comprenant qu'il était prêt à défendre sa maison. Après un long silence, l'un murmura que cela ne valait pas la peine et tira son compagnon en arrière. Au moment de repartir, l'homme cicatrisé lança qu'ils n'avaient pas dit leur dernier mot. Lévi ne rengaina qu'une fois les cavaliers éloignés, n'étant plus que poussière sur l'horizon. Ce n'est qu'alors qu'il sentit la sueur dans sa nuque et la tension qu'il avait traversée. Asha rompit le silence en disant qu'il avait protégé ceux qui étaient sous sa garde. Lévi répondit aussitôt qu'elle n'était pas à lui. Elle ne discuta pas, ne confirma pas, se contentant de soutenir son regard jusqu'à ce qu'il détourne les yeux. Il comprit qu'il ne souhaitait pas les considérer comme des possessions, mais il avait choisi de se tenir à leur côté, et cela faisait d'elle une part de sa vie. Cette nuit-là, la cabane resta silencieuse. Tula préparait le repas en douceur, Mika restait près du feu, le regard différent, comme si elle venait de découvrir quelque chose en lui. Lévi s'allongea, son arme à proximité, le feu projetant des ombres sur les poutres. Il se répétait qu'il n'avait rien cherché, mais lorsqu'il repensa à la façon dont les visiteurs avaient regardé les femmes comme des objets, il sut qu'il aurait tout fait pour les protéger. Pour la première fois, son silence ressemblait moins à de la solitude qu'à une forme de responsabilité et d'appartenance naissante. Le soir suivant, un orage éclata et la petite maison devint un refuge resserré par le vacarme de la pluie et du vent. Asha, assise face à lui près de la lanterne, perçut son trouble intérieur et posa sa main sur la sienne. Un simple contact, mais chargé de chaleur.
Il ne retira pas sa main. Plus tard, après le repas, elle lui murmura qu'il ne devait pas porter seul tous les fardeaux. Ces mots le touchèrent profondément. Lorsqu'il effleura sa joue et qu'ils échangèrent un premier baiser, ce fut calme, sincère, comme un accord silencieux. La nuit passa, et au matin, chacun poursuivit ses tâches, mais le lien entre eux avait changé. Acha l'accompagna réparer les clôtures abîmées par l'orage. Ils travaillèrent côte à côte, leurs mains se frôlant parfois, sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. Au bord du ruisseau, Acha lui fit remarquer qu'il avait vécu trop longtemps seul. Lévi reconnut que c'était vrai, qu'il ne pouvait plus prétendre que rien n'avait changé. Elle lui répondit que le changement n'était pas forcément une chose négative. Ils rentrèrent dans un silence plus chargé qu'avant, et ce soir-là, alors que Mika aiguisait une hache près du feu, son regard passait de Lévi à Acha avec une nouvelle compréhension. Plus d'une fois, Tula avait recousu une manche en fredonnant doucement, et l'atmosphère de la pièce semblait chargée d'une énergie nouvelle. Lévi était assis à la table, nettoyant son revolver, tandis qu'Acha lui faisait face, les mains posées avec soin devant elle, son regard calme et attentif. Finalement, Mika brisa le silence en affirmant qu'il ne regardait plus Acha comme avant. Lévi déposa l'arme et répondit qu'elle était libre de rester ou de partir, tout comme elle. Mika l'observa longuement avant d'acquiescer d'un signe de tête et de reprendre sa hache. Les yeux de Tula s'adoucirent et d'une voix presque murmurée, elle dit que cela pouvait être une bonne chose, peut-être le bon moment. Lévi garda le silence, mais ces mots l'avaient profondément touché. Il réalisa qu'il n'avait pas choisi cette situation au départ, car elles avaient été amenées à sa porte, mais que désormais, il choisissait chaque jour de les garder sous son toit et de les protéger. Plus encore, même s'il ne le disait pas, il choisissait Acha. Quand la nuit tomba et que le feu s'affaiblit, Lévi s'allongea comme toujours sur sa couverture et écouta leur respiration, la douceur des mouvements sur le lit. Il se répétait qu'il était toujours le même homme, celui qui vivait seul, qui ne comptait que sur lui-même. Pourtant, en fermant les yeux, il ne trouva pas le silence habituel, mais le souvenir des lèvres d'Acha et de sa voix lui rappelant qu'il n'avait pas à tout porter seul. Les jours suivants la tempête apportèrent un calme étrange, comme si le désert retenait son souffle. Lévi poursuivit ses tâches avec son habituelle rigueur, mais quelque chose avait changé autour de lui. Acha travaillait souvent près de lui, silencieuse mais présente. Tula restait à la cabane, cuisinant ou cousant, toujours avec la même douceur. Mika, elle, surveillait les environs, convaincue que des ennuis finiraient par arriver. Et ils arrivèrent. Des rumeurs circulèrent en ville, Lévi les entendit lorsqu'il alla acheter des provisions. Certains murmuraient à son passage, d'autres se taisaient brusquement. Il sentit les regards pesants et savait trop bien ce que ce genre de paroles pouvait provoquer. Les mots pouvaient devenir des actes. Le soir venu, Lévi parla de ces échos de la ville. Mika assura qu'il viendrait. Tula demanda ce qu'il ferait. Lévi comprit que ce n'était plus seulement sa réputation qui était en cause, mais aussi la leur, et répondit qu'il ferait ce qu'il fallait. Le lendemain, 4 cavaliers approchèrent de la cabane. Lévi sortit calmement, son revolver prêt. Acha se plaça à ses côtés, Mika se tenait près du corral avec sa hache, et Tula observait depuis l'intérieur. Les hommes s'arrêtèrent à distance et l'un d'eux l'accusa de se croire supérieur et de vivre avec 3 femmes autochtones comme si elles étaient de haut rang. Lévi resta ferme et leur ordonna de repartir. L'homme insista, voulant vérifier la maison. Lévi tira alors dans la terre à quelques centimètres du cheval pour marquer une limite claire. Le silence qui suivit fit comprendre à tous que ce n'était pas une menace vide. Les hommes repartirent avec colère. Quand ils furent loin, Acha dit à Lévi qu'il avait fait un choix. Il comprit qu'elle parlait de bien plus que de ce tir. Il avait choisi de se tenir à leur côté. Le soir, l'atmosphère était différente, non pas remplie de crainte, mais d'un sentiment d'unité. Chacune accomplissait ses tâches sans tension, et Acha resta près de Lévi sans qu'un mot soit nécessaire. Les jours suivants furent marqués par la vigilance, car Lévi savait que certains ne renonçaient pas si facilement, mais un marchand de passage finit par annoncer que le shérif surveillait la situation et que les hommes ne voulaient plus provoquer Lévi. Ce fut un soulagement, mais Lévi comprit aussi que le vrai enjeu avait été sa capacité à protéger ce qui était entré dans sa vie sans qu'il le demande. Un soir, alors que le soleil se couchait, Acha lui dit qu'il avait pris position pour elle. Il répondit qu'il n'avait pas eu le choix, mais Acha affirma que si, il en avait toujours eu un. Lévi admit alors qu'il croyait finir sa vie seul, pensant que c'était plus simple, mais que désormais, il ne souhaitait plus qu'elle parte.
Acha choisit alors de rester, non parce qu'on l'avait envoyé, mais parce que c'était sa décision. Cette nuit-là, Lévi ne dormit plus près du feu, mais auprès d'Acha, non pas en secret mais avec un sentiment d'appartenance assumé. Au matin, en regardant le désert baigné de lumière, il comprit qu'il n'était plus seul et que ce foyer, construit sans qu'il l'ait voulu au départ, était devenu sa famille. Il n'avait jamais cherché à avoir un foyer, mais désormais, il en avait un, et il ferait tout pour le préserver. L'histoire se terminait non dans le doute mais dans la certitude, celle de personnes qui avaient choisi de rester ensemble, non par obligation, mais par volonté. Les jours suivants s'écoulèrent avec une étrange harmonie, comme si le désert lui-même observait ce nouveau foyer né au cœur de l'improbable. Lévi, Acha, Mika et Tula vivaient désormais selon un rythme tacite, chacun trouvant naturellement sa place. Pourtant, derrière cette paix fragile, une réalité restait présente. Rien n'était jamais définitivement acquis dans ces terres où la poussière effaçait les traces plus vite qu'on ne les créait. Un matin, alors que l'air était encore frais, Lévi se rendit au ruisseau pour remplir 2 seaux. Acha le rejoignit, un foulard noué autour de ses cheveux. Elle resta silencieuse un moment, observant le courant glisser sur les pierres. Puis, sans détour, elle lui dit que si les rumeurs avaient faibli en ville, elles n'avaient pas disparu pour autant. Certains hommes oublient, d'autres surveillent, et certains attendent, ajouta-t-elle en regardant l'eau. Lévi savait qu'elle disait vrai. Dans l'Ouest, beaucoup préféraient ruminer les humiliations plutôt que les laisser s'éteindre. Sur le chemin du retour, ils virent Mika, accroupie près de la clôture, examinant des traces dans la terre. Elle se releva aussitôt en les voyant. Des sabots, 3 chevaux. Ils ont longé la propriété cette nuit. Lévi sentit la tension remonter, cette même chaleur dans le ventre qui précède l'orage. Tula, resté à la cabane, avait préparé le feu pour le petit déjeuner, mais l'atmosphère n'avait plus la douceur des jours précédents. Ce fut ce jour-là que quelque chose se produisit, non pas une menace humaine, mais un geste inattendu du destin. Alors qu'il s'occupait des chevaux, un cavalier solitaire approcha par le sud. Il avançait lentement, les mains bien visibles, signe qu'il ne venait pas chercher l'affrontement. Lévi, prudent, se plaça devant les femmes. L'homme mit pied à terre, ôta son chapeau et se présenta. Elias Morningstar, un métis, moitié navajo, moitié anglo-américain, messager habitué à voyager entre les tribus et les petites villes. Il annonça qu'il venait de la réserve où vivait le chef que Lévi avait aidé. « Mon père souhaite vous rencontrer, » dit-il, posant un regard sincère sur Lévi. « Il a une parole à vous donner et quelque chose à vous confier. » Acha se redressa. Elle connaissait ce type de demande, ce n'était pas une invitation légère. Mika, elle, ne disait rien mais son regard se durcit, un chef n'appelait jamais pour une simple conversation. Lévi ne répondit pas tout de suite. Il regarda Acha, puis Mika, puis Tula. « S'il me demande, j'irai, » dit-il enfin. Elias hocha la tête. « Pas seulement vous. Les 3 femmes doivent venir aussi. Ce qu'il a à dire concerne votre avenir, à tous. » Tula échappa un léger souffle inquiet, mais Acha resta droite, les yeux ancrés dans ceux du visiteur. « Nous irons, » répondit-elle à la place de Lévi, avec la certitude d'une décision déjà prise. Elias annonça qu'il repartirait au lever du soleil. Cette nuit-là, personne ne dormit profondément. Non par peur, mais parce qu'il savait que ce voyage serait plus qu'une simple visite. C'était un pas vers un destin qu'aucun d'eux n'avait choisi, mais auquel il ne pouvait plus tourner le dos. Avant l'aube, Acha rejoignit Lévi à l'extérieur. Le ciel, encore bleu sombre, laissait paraître les premières traces d'un matin nouveau. « Tu n'es plus seul, Lévi Boone, » dit-elle doucement. « Ce n'est plus ton chemin, mais le nôtre. » Il prit sa main sans parler. Et, ensemble, ils regardèrent le soleil se lever sur un jour qui allait changer bien des choses. Au lever du soleil, Lévi, Acha, Mika et Tula se préparèrent en silence. Les chevaux étaient sellés, les provisions réparties dans de petits sacs solides. Chaque geste semblait pesé, réfléchi, comme si la routine de la cabane les avait préparés à ce départ, mais aucun d'eux ne pouvait ignorer l'incertitude du chemin. Lévi monta en tête, le revolver à portée, mais son regard se portait autant sur les silhouettes derrière lui que sur la piste qui serpentait à travers le désert. Acha, fidèle à sa présence discrète mais assurée, chevauchait à ses côtés, tandis que Mika et Tula suivaient, observant chaque mouvement alentour. Le silence n'était pas pesant, il était chargé d'une anticipation partagée. Après quelques heures, le paysage changea. Les plaines ouvertes cédèrent place à des collines rocheuses et à des canyons étroits.
La chaleur commença à peser sur eux, mais aucun ne se plaignit. Lévi remarqua que le vent portait parfois des sons inattendus, peut-être des animaux ou le cri d'un oiseau solitaire. Chaque geste était mesuré, chaque arrêt pour boire ou ajuster une selle se faisait avec une attention presque cérémoniale. Vers midi, ils atteignirent un plateau surélevé d'où l'on pouvait apercevoir la réserve au loin. Des tentes et des cabanes en bois se dessinaient, entourées de chevaux et de visages attentifs. Acha serra doucement la main de Lévi avant qu'il n'entame la descente. À l'entrée du village, ils furent accueillis par un silence respectueux. Des enfants les observaient avec curiosité et des hommes adultes se tenaient droit, évaluant la présence des étrangers. Le chef, un homme imposant au regard pénétrant, s'avança lentement. Ses traits portaient la gravité des responsabilités et la sagesse des années.